Bonjour et merci à vous tous d'être là. C'est très impressionnant de se trouver ici, en ce lieu et sur cette estrade. Et en venant vous rejoindre, je pensais à partager avec vous l'étymologie du mot juif, qui est une des identités qui me constitue. Juif vient de la racine gratitude, remerciement. Le juif, c'est celui qui remercie, qui peut remercier le Créateur chaque matin s'il est croyant, et qui peut aussi remercier les gens suffisamment généreux comme vous qui partagent une heure avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et dont ils espèrent peut-être non pas apprendre quelque chose, parce que je ne suis pas là pour enseigner quoi que ce soit aujourd'hui, mais plutôt pour partager avec vous des interrogations qui sont vraiment les miennes et qui rejoignent tellement l'intitulé de ce banquet. Quand Dominique me l'a donné, j'ai dit oui tout de suite. D'abord pour le bonheur d'être là, parce que c'est un petit paradis, et aussi parce que ces questions, ce qui nous sépare, ce qui nous relie, j'ai l'impression qu'elles ont scindé ma vie, qu'elles ont constitué en deux temps, pas forcément, pas totalement distincts, parce qu'il ne faut pas cesser de s'interroger, mais j'ai malgré tout le sentiment que ma vie a été placée dans une première partie sous le signe de la séparation ou des séparations, et qu'ensuite, la deuxième partie, qui est celle où j'ai commencé à écrire, puis à traduire, a été celle de la réunion ou de la réconciliation. Et donc c'est ce chemin que j'ai envie de traverser avec vous, en m'exprimant ici en tant qu'écrivain et que traductrice. Et dans cette démarche, il y a un élément essentiel qui est celui de mon histoire et de l'histoire familiale, à travers des lieux géographiques différents, à travers des langues différentes qui me constituent aussi. Tout ça, c'est le socle à la fois de mon travail et de la réflexion que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc vous m'excuserez si je vais commencer par parler de moi, mais c'est, j'espère, pour mieux aller vers vous et être ensemble. Donc moi, je suis née à Nice en 1970, de parents qui venaient d'arriver d'Algérie. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'ils venaient tout juste d'arriver. Ils étaient là depuis 8 ou 9 ans. Quand on naît, on ne sait pas encore ce que cela peut signifier. Plus tard, j'ai compris que leur arrivée était vraiment récente et à ma naissance, et que disons que le surgissement récent de la France dans nos vies était quelque chose qui était bien plus troublant qu'il en avait l'air. Je m'en explique. J'étais sur le papier française, née en France, j'allais à l'école, je parlais français. Et pourtant, très tôt, j'ai eu le sentiment d'être étrangère et d'être séparée des autres par plusieurs lignes qui se croisaient parfois. Je ne sais pas s'il y a une hiérarchie entre elles. Toujours est-il que le fait d'avoir des parents qui avaient un accent, qui étaient regardés autrement par la population locale, la population niçoise, qui n'est pas réputée pour être la plus accueillante de France. Et pardon s'il y a des Niçois ici, je ne veux blesser personne, mais il y a à Nice une affirmation identitaire très très forte qui fait que lorsqu'on n'est pas du pays, on éprouve un sentiment de rejet. Et donc je sentais que mes parents étaient étrangers aux yeux des autres. On l'était aussi, nous, et je m'inclus, parce que ma famille est juive pratiquante. Et cette pratique nous retranchait chaque samedi en particulier du reste des gens, en allant à la synagogue, en mangeant autrement, en ne faisant pas les mêmes fêtes que celles qui étaient fêtées autour de nous. Cette question traverse un petit peu mensonge que j'ai lu hier. Je dis souvent que quand j'étais enfant, je me rêvais catholique parce qu'il me semblait que c'était la clé de toutes les... la clé de la tranquillité, le passeport vers un monde qui était très proche, qui était là, au milieu duquel j'étais, et dans lequel je sentais que je n'avais pas vraiment sa place. Et dans ce fantasme autour d'une religion qui n'était pas la mienne, il y avait un autre fantasme qui venait se nicher et qui, lui, provenait plutôt des livres,
j'avais le fantasme d'une maison de famille. Je rêvais d'une maison, et en particulier d'un grenier, dans lequel je pourrais retrouver des jeux, des cahiers, des objets ayant appartenu aux générations qui m'avaient précédée. Il y avait un très très grand manque que, curieusement, je ne reliais pas au fait que mes parents n'étaient pas nés là, puisque moi j'y étais née. Donc je pensais avoir droit à une maison en France comme tout le monde. Et je rêvais de cette maison qui aurait été un socle suffisamment solide pour me permettre de me sentir à l'abri avant de m'avancer dans le monde. Et donc j'étais extrêmement jalouse de tous ces enfants qui avaient une maison de famille et qui pouvaient retrouver des traces des anciens sans forcément s'interroger, tout simplement jouer aux petits chevaux qui avaient appartenu à leurs grands-parents, se plonger dans des livres qui avaient appartenu à leurs parents, des choses extrêmement petites et quotidiennes et qui étaient inatteignables. Et j'ai trouvé par la suite, dans un livre de Gaston Bachelard qui s'appelle « La poétique de l'espace », une évocation beaucoup plus philosophique et belle et précise de cette nécessité d'avoir un espace. J'avais envie de partager avec vous un de ces passages qui, lorsque je l'ai lu, m'a fait prendre conscience de ce que je n'avais pas. Mais c'est peut-être un fantasme, et peut-être personne n'a ça, je ne sais pas. Vous me direz peut-être ensuite s'il s'agit d'un fantasme ou pas. Il nous faut montrer que la maison est une des plus grandes puissances d'intégration pour les pensées, les souvenirs et les rêves de l'homme. Dans cette intégration, le principe liant, c'est la rêverie. Le passé, le présent et l'avenir donnent à la maison des dynamismes différents, des dynamismes qui souvent interfèrent, parfois s'opposant, parfois s'excitant l'un l'autre. La maison, dans la vie de l'homme, évince des contingences. Elle multiplie ses conseils de continuité. Sans elle, l'homme serait un être dispersé. Elle maintient l'homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. Elle est le premier monde de l'être humain. Avant d'être jeté au monde, comme le professent les métaphysiques rapides, l'homme est déposé dans le berceau de la maison. Et toujours, en nos rêveries, la maison est un grand berceau. Une métaphysique concrète ne peut laisser de côté ce fait, ce simple fait, d'autant que ce fait est une valeur, une grande valeur, à laquelle nous revenons dans nos rêveries, protégée, toute tiède, dans le giron de la maison. Alors, ce giron, donc encore une fois, je ne l'avais pas, et j'avais, pour le coup, conscience qu'il y avait eu une maison autrefois, parce que la maison dont on me parlait, c'était celle de ma mère à Constantine, où elle a vécu. Et d'ailleurs, ce n'était pas à proprement parler la maison. Étant très pauvre, il vivait à 6 dans une petite chambre au sol en terre battue, sans électricité, sans eau. Et de ce que j'ai compris, la vie se déroulait essentiellement dans la cour où se trouvait un robinet, où on pouvait cuisiner sur un canoun, faire la lessive. L'essentiel de la vie se déroulait là. Et j'ai grandi avec des récits qui ont ancré en moi ce lieu à Constantine, un lieu qui restait totalement invisible puisqu'il n'y avait aucune photo pour me le montrer tel qu'il était. Il n'y avait que les récits qui construisaient une image intérieure avec laquelle j'ai grandi. Dans ces années-là, comme il était pour moi assez difficile de me sentir reliée au lieu, je me suis réfugiée, comme beaucoup d'enfants d'immigrés ou d'exilés, dans la langue et dans l'école. Et j'ai mis une passion farouche dans l'étude du français, dans la lecture. J'ai eu un rapport à l'école qui était toujours un rapport de gratitude. Et quand je pense à cette sécurité tiède, cette protection tiède évoquée par Bachelard, je pense bien plus à l'école qu'à la maison. Alors, en 1983, il y a eu une grande rupture dans ma vie. Mes parents ont choisi d'aller vivre en Israël. Et là, j'ai vécu successivement plusieurs chocs, les deux premiers étant esthétiques et linguistiques. Le premier choc esthétique provenait du fait que nous sommes allés vivre à Beersheva, qui est une petite ville du désert du Negev,
une ville de béton planté dans le sable et qui esthétiquement était très très éloignée de Nice où j'avais grandi. Et je crois vraiment avoir réalisé à ce moment-là que les mêmes mots pouvaient recouvrir des réalités très différentes. J'ai compris que le mot arbre ne s'appliquerait plus au platane ou au palmier, mais à des sortes de poivriers poussiéreux que je n'avais jamais vus jusque-là. J'ai compris que le mot maison ne pouvait plus recouvrir les immeubles ocre et rose de Nice ou rococo ou art déco, mais des immeubles qui ressemblaient à des HLM assez sinistres. Et donc, je me suis sentie déplacée dans l'espace et déplacée dans la langue, puisque je ne parlais pas hébreu, je ne le comprenais pas. J'en avais une pratique, on va dire, auditive et musicale, puisque nous allions régulièrement à la synagogue et les prières étaient inscrites en moi, mais absolument pas le sens qu'elles recouvraient, et encore moins l'hébreu dit moderne. Cette barrière de la langue m'a de nouveau isolée, ou donné l'impression que j'étais séparée du reste du monde, à un âge où, de surcroît, on se sent en général assez mal compris, qui est celui de l'adolescence. Et j'ai le souvenir, durant la première année, d'avoir physiquement ressenti cette barrière. Elle était très précisément dans ma gorge. J'avais la gorge serrée. Les mots ne passaient plus. Ils ne passaient plus en français, d'ailleurs. J'étais plus capable d'écrire en français. Cet état mutique dans lequel me plongeait la confrontation avec l'hébreu m'avait presque rendue muette en français, en tout cas à l'écrit. Et alors là, il y a eu une autre conquête, puisque à Nice, c'était la conquête de l'école et de la langue française qui m'avait animée. J'ai mis énormément d'énergie à apprendre l'hébreu, à conquérir cette langue qui m'a d'emblée fascinée, parce que là aussi, elle me proposait une autre réalité. L'hébreu est une langue ancienne, une des langues de l'Antiquité qui est parlée aujourd'hui et qui charrie en elle un questionnement ancien, biblique, un rapport au monde qui était celui des premiers hommes qui ont écrit. Et ça, je ne pouvais absolument pas le formuler, bien sûr, lorsque j'ai appris l'hébreu. Mais je pense que la première chose qui m'a frappée et qui m'a dit que j'avais peut-être quelque chose à retirer de cette langue, c'est le fait qu'en hébreu, le présent n'existe pas et qu'on ne peut pas affirmer « je suis ». Et je trouvais qu'une langue qui ne disait pas « je suis » était une langue très intéressante à un moment de ma vie où moi-même, je ne savais pas qui j'étais. Alors, dans ces années-là, j'ai vécu une autre séparation qui était totalement inattendue, puisqu'en partant en Israël, je savais, j'avais 13 ans, j'avais quand même quelques notions d'histoire et je savais très bien qu'Israël était défini comme un État juif ou l'État des Juifs. Et en arrivant là-bas, je pensais que tout serait simple, que cette distance que j'avais à l'égard du monde en France, du fait de ne pas être catholique, allait disparaître. Et puis, j'ai découvert qu'en Israël, il pouvait y avoir d'autres lignes de séparation et que le fait d'être originaire d'un monde oriental, qu'on appelle séfarade parfois hâtivement, mais qui étymologiquement n'est pas juste, donc d'un monde oriental, pouvait être considéré comme une tare, comme un élément qui nous dépréciait aux yeux des autres. Et j'ai découvert un sentiment qui était très dur et qui était la honte, celui de la honte simplement d'être qui j'étais, d'avoir une grand-mère qui parlait arabe. Et donc, comme dans ce texte mensonge que j'ai lu hier, je me suis inventée une origine européenne parce qu'il était très difficile d'être autant en contradiction avec ce que je ressentais. Moi, ce que je ressentais, c'est que je venais de France et la France et le français ont commencé à me manquer là-bas et à me constituer d'une manière encore plus vive, justement parce que je m'étais éloignée de cette France. Donc je revendiquais en Israël une identité française. Bon, tout ça fait des fils déjà qui se nouent et qui
et qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Et à ce sentiment donc, de séparation que j'avais, s'en est ajouté un dernier. J'avais déjà 18 ans, ça faisait 5 ans que nous étions en Israël. Et je commençais à comprendre la réalité géopolitique dans laquelle j'étais. Mais nous étions avant la première intifada, donc avant le premier soulèvement palestinien. Et dans ces années-là, la question palestinienne était moins présente qu'elle a été par la suite. Donc j'avais une vague idée du statut des Palestiniens des territoires. Je ne comprenais pas très bien la différence qu'il y avait entre les Palestiniens vivant en Israël et ceux vivant dans les territoires. Il y avait un flou qui n'était pas du tout expliqué autour de moi ou à l'école, donc je n'avais pas de réponse à ça. Et la première intifada a éclaté quelques mois avant mon service militaire, puisqu'en Israël, les garçons et les filles font leur service militaire. Et elle a été le point de départ de ma prise de conscience politique. Enfin, je m'intéressais déjà beaucoup à la politique avant cela. Mais mes amis et moi, je pense qu'on s'est vraiment construit dans des affrontements qui étaient rétrospectivement très riches et violents, mais riches aussi, parce qu'on apprenait à argumenter, on apprenait à prendre en compte l'avis de l'autre. Et avec le début de la deuxième intifada, en décembre 1987, il y a eu ces questionnements très, très vifs en nous sur la légitimité de la présence israélienne dans les territoires ou de l'occupation. Il y a eu aussi une prise de conscience très forte de l'importance des mots, puisque, vous le savez tous, je pense, dans cette région du monde, plus parfois que dans une autre, la façon dont on nomme les êtres et les lieux est lourde de sens, d'engagement et de conséquences. Celui qui est un terroriste pour les uns est un martyr pour les autres, ou un combattant. Jérusalem pour les uns est Al-Quds pour les autres. Et donc, dès qu'on ouvre la bouche, on a le sentiment qu'on prend parti simplement en nommant les lieux et les êtres qui sont en présence, face à face. Et donc ces débats, ces discussions nous animaient. Et un jour, j'étais déjà soldate et je faisais mon service près de Jérusalem. J'ai décidé, parce que j'avais cette obsession de voir les choses par mes yeux, j'ai décidé d'emprunter un autobus qui était très peu recommandé et qui allait de Beersheva à Jérusalem en passant par la Cisjordanie, ou la Judée pour les autres, en tout cas en passant par Hébron. Et je voulais voir de mes yeux ce qu'étaient ces territoires. À l'époque, il n'y avait pas de frontières marquées, pas de murs, pas de barrières de sécurité. Et j'ai été extrêmement surprise de découvrir que les territoires, comme on les nommait, se trouvaient là, à 15 km de Beersheva, donc très très près de l'endroit où je vivais depuis 5 ans, et que j'ignorais totalement qu'il y avait ces villages, ces populations habillées différemment, ces routes très mal entretenues par rapport aux routes que moi je connaissais. J'ai découvert durant ce voyage qui a duré 1h15 une réalité qui était tout près et qui n'avait pas d'existence pour moi jusque-là. Et puis j'ai découvert aussi un autre sentiment. Bon, je m'étais déjà forgé des positions, donc j'étais plutôt du côté de ceux qui disaient il faut 2 États, il faudrait qu'il y ait Israël et Palestine côte à côte. Et notre bus a été à un moment donné la cible de jets de pierre. Et je me souviens très bien avoir vu un des garçons qui lançait une pierre, qui faisait tournoyer sa fronde et avoir eu envie de lui dire à ce moment-là, mais pourquoi me jettes-tu des pierres puisque moi je suis de ton côté? Et donc là, j'ai fait l'expérience intérieure et réelle d'une séparation qui existait, puisque moi j'étais dans un bus israélien et que lui était dans une rue palestinienne. Donc j'ai passé encore 3 ans en Israël avec toutes ces frontières qui étaient à la fois intérieures et qui étaient autour de moi. Et puis en 1991, je suis revenue en France et
et sur la question de ce retour, je n'ai pas toujours su répondre très bien pourquoi j'étais revenue. Les gens attendaient souvent de moi que je donne une réponse politique, que je dise ce n'était plus possible pour moi de vivre dans cet état, j'ai préféré partir. Mais ce n'était pas la réponse. Les réponses changent au fil des années d'ailleurs. La première, très pragmatique, était je voudrais faire mes études en France parce que les études ne sont pas payantes et qu'elles l'étaient en Israël. Les arguments économiques sont parfois de vrais arguments et de vrais moteurs pour passer d'un pays à l'autre. Donc c'était une raison bien réelle à l'époque. Et puis, avec le temps, je me suis dit, c'est peut-être une reconstruction, mais je me suis dit que j'avais besoin de revenir dans le pays qui m'avait vu naître et de revenir dans le pays qui est celui de ma langue maternelle. Dans le déplacement qui a été le mien pendant 8 ans, une question m'a hantée et ne me laissait pas en paix. C'était que serais-je devenue si j'étais restée en France ? Et je crois que cet espace vide créé par un avenir qui n'a pas lieu est celui de beaucoup d'exilés. Et ce double mouvement qui a été le mien, à la fois de partir en Israël et d'être étrangère là-bas, puis de revenir dans le pays qui m'avait vu naître, a été, je crois, ce qui m'a permis aussi de comprendre de l'intérieur la condition des exilés, de comprendre la détresse qu'il peut y avoir à ne pas parler la langue d'un pays, à avoir le sentiment d'être diminué, parce qu'on n'est plus capable de dire et de comprendre, et parce qu'on peut même avoir l'impression qu'en prenant la parole dans une langue qui n'est pas la nôtre, avoir l'impression d'être un usurpateur, de ne pas dire vrai, de faire semblant. Et cette usurpation, ce sentiment d'usurpation, je ne l'ai pas ressenti, bien entendu, en revenant en France, puisque c'était mon pays de naissance et ma langue, mais c'est quelque chose qui a continué à m'accompagner. Et d'ailleurs, hier, je discutais avec Dominique qui me disait apprécier la qualité des interventions ici, en me disant tout le monde a bien préparé son texte, il n'y a pas de fumisterie. Et tout à coup, j'ai été saisie d'une peur en me disant « mais est-ce que moi, je ne vais pas faire illusion ?» Et cette crainte que j'ai toujours en prenant la parole vient de là, je crois. Vient du fait que longtemps, j'ai été celle qui prenait la parole sans être tout à fait sûre de maîtriser la langue. Et c'est peut-être cette incertitude entre deux langues qui a fait que, paradoxalement, en revenant en France, j'ai choisi de faire des études d'hébreu. Alors qu'en Israël, j'avais commencé des études d'histoire et de sciences politiques. Et en France, il m'a semblé que ce que je pouvais faire et ce que je devais faire, c'était étudier l'hébreu. Après l'avoir appris de manière physique, je qualifie cette manière de physique parce que quand je suis arrivée en Israël, on ne m'a pas donné de cours d'hébreu. J'ai appris l'hébreu comme un enfant essaie d'apprendre une langue, c'est-à-dire en laissant entrer en lui les paroles des autres et en les reliant à leurs gestes et à leurs expressions. Et donc après avoir appris l'hébreu physiquement, j'ai eu ce besoin de l'apprendre avec des maîtres, dans les livres, d'essayer de cerner, d'apprendre l'étymologie, de comprendre la structure de cette langue. Et c'était très jouissif finalement de transporter avec moi cette langue qui avait été la mienne et qui... bien que le français reste évidemment ma langue source, ma langue d'écriture, ma langue de pensée, cette langue qui est toujours sous ma peau, qui est sous-jacente et qui parfois s'exprime dans mon français à mon insu. Et c'est le moment où j'ai envie de vous expliquer l'intitulé un peu sinueux de ce que j'appelle une rencontre. Quand je dis que ce sont des tentatives d'apprivoisement de ces étrangers qui résident en moi, ce titre très long est venu sous ma plume avant même que j'y réfléchisse. Et puis ensuite, j'ai essayé de penser pourquoi les étrangers qui résident en moi s'étaient imposés.
Et là, j'ai compris que c'était l'hébreu qui avait parlé. Parce qu'en hébreu, le mot étranger peut se dire de différentes manières, mais l'un des mots qu'on trouve dans la Bible, c'est guerre. Et guerre, c'est également la gour, c'est également habiter ou résider. Et donc le même mot, vu qu'en hébreu les voyelles n'existent pas, le même mot guerre ou gare peut se lire guerre ou gare, c'est-à-dire celui qui est étranger, mais aussi celui qui réside ou qui habite. Et c'est après coup, après avoir donné cet intitulé, que j'ai compris que là aussi, l'hébreu s'était infiltré pour être peut-être à la fois ce qui nous sépare ici, parce que je ne crois pas me tromper en me disant que peut-être en majorité vous n'êtes pas hébraïsants, c'est peut-être ce qui nous sépare, mais qui va nous relier dans la suite de cette rencontre, puisque l'hébreu, et ce que j'en ai fait peut-être, ce que j'ai fait de cette connaissance de l'hébreu, a été une de ces tentatives d'apprivoisement justement de ces étrangers. Alors, comment la littérature et la traduction ont-elles été des leviers pour apprivoiser ces étrangers? Dans un premier temps, je crois que j'ai écrit plusieurs livres, mais un des livres qui a été fondateur dans cette idée de traverser une frontière et de remédier à ce qui nous sépare, ça a été Une bouteille dans la mer de Gaza. Nous étions en 2002. Je venais d'écrire et de publier un livre qui s'appelle « Quand j'étais soldate ». Et ce livre relatait tout simplement, mais dans une forme très romanesque, mon service militaire en Israël comme une sorte de rite initiatique de passage à l'âge adulte. Et j'avais écrit ce livre dans cet esprit-là, en voulant transmettre aux lecteurs français ce moment très particulier de basculement à l'âge adulte, qui est très souvent un mouvement de liberté et qui, à l'armée, était au contraire un mouvement, ou c'était même plus un mouvement d'ailleurs, c'était un état beaucoup plus contenu et contraignant que celui de l'adolescence au lycée. Et donc j'avais écrit ce livre que j'ai commencé à écrire avant l'éclatement de la deuxième intifada. Et puis la deuxième intifada a éclaté. Et là, je me sentais presque sommée à chaque rencontre autour de quand j'étais soldate de répondre à la question que pensez-vous des Palestiniens? Une question que je trouvais étrange parce que je pense qu'il est très difficile de dire ce qu'on pense d'un peuple. Je disais, mais vous, que pensez-vous des Russes, des Allemands, des Italiens? C'était formulé d'une façon bien précise. Et j'étais régulièrement sommée de prendre parti ou de m'exprimer en tant que. Et donc là, alors rétrospectivement, parce que je n'avais pas encore lu ce livre qui n'avait pas encore été écrit, mais j'ai envie de lire ce passage d'un livre d'Amin Maalouf qui s'appelle « Les identités meurtrières », et dans lequel il décrit bien la situation dans laquelle se trouvent des gens qui, comme moi, ont vécu dans plusieurs régions du monde et surtout dans une région particulièrement tourmentée et meurtrie, comme le Proche-Orient. Donc Amin Maalouf, qui lui-même est libanais, comme vous le savez, de naissance. Parfois, lorsque j'ai fini d'expliquer, avec 1000 détails, pour quelles raisons précises je revendique pleinement l'ensemble de mes appartenances, quelqu'un s'approche de moi pour murmurer, la main sur mon épaule. « Vous avez eu raison de parler ainsi, mais au fin fond de vous-même, qu'est-ce que vous vous sentez ?» Cette interrogation insistante m'a longtemps fait sourire. Aujourd'hui, je n'en souris plus. C'est qu'elle me semble révélatrice d'une vision des hommes fort répandue et à mes yeux dangereuse. Lorsqu'on me demande ce que je suis au fin fond de moi-même, cela suppose qu'il y a au fin fond de chacun une seule appartenance qui compte, sa vérité profonde, en quelque sorte son essence, déterminée une fois pour toutes à la naissance, et qui ne changera plus, comme si le reste, tout le reste, sa trajectoire d'homme libre, ses convictions acquises, ses préférences, sa sensibilité propre, ses affinités, sa vie, en somme, ne comptait pour rien. Et lorsqu'on incite nos contemporains à affirmer leur identité, comme on le fait si souvent aujourd'hui, ce qu'on leur dit par là, c'est qu'ils doivent retrouver au fond d'eux-mêmes cette prétendue appartenance fondamentale, qui est souvent religieuse ou nationale ou raciale ou ethnique, et la brandir fièrement à la face des autres.
Donc, cette situation où on est, voilà, où on nous demande de choisir, de s'exprimer en tant que, c'est quelque chose qui me laissait sans voix. Et je crois que j'écris aussi pour ça, pour créer un espace dans lequel ce qui me laisse sans voix parvient à s'exprimer, dans un premier temps dans le silence de l'écriture, et puis ensuite dans le partage de la lecture. Et donc, en 2003, au plus fort des attentats et des représailles et de cette deuxième intifada très violente et très sanglante, je suis allée vers cet espace du livre et de la fiction avec un désir qui était celui de contenir en moi l'Israélienne que j'avais été pendant 8 ans et peut-être ce Palestinien qui avait dans une rue d'Hébron jeté une pierre sur le bus. Et j'ai eu besoin de les contenir, de leur donner la parole, d'être tour à tour l'un, tour à tour Tal et Naïm, tour à tour à Jérusalem et à Gaza, en disant que c'était mon défi personnel de ne pas décider que je faisais partie d'un camp contre un autre, de ne pas choisir l'un contre l'autre, et de contenir les deux, de contenir leur séparation, leur colère, de ne pas aller vers un roman où d'emblée une réconciliation était envisagée, parce que c'était pas intéressant, littérairement parlant, d'abord. Je pense que ce qui m'intéressait, c'était de vivre avec ces deux jeunes gens les interrogations, la tristesse, la colère qui pouvaient les animer, et de les faire miennes en les écrivant. Et donc, l'écriture de ce livre a été une expérience très, très forte pour moi. Pendant 9 mois, j'avais vraiment l'impression chaque matin de me lever et de choisir d'être tantôt à Jérusalem et tantôt à Gaza. Tout à l'heure, dans sa leçon, Patrick Boucheron disait que la question de l'historien, c'est que veut dire « ça a eu lieu ?» Et cette question du lieu, pour moi qui sentait déjà que j'en contenais plusieurs en moi, à la fois l'Algérie, la France, Israël, et de fait aussi la Palestine, parce que lorsque vous êtes israélien, on vous renvoie aux Palestiniens, et lorsque vous êtes palestinien, on vous renvoie à l'israélien. Donc je pense que ce sont deux peuples qui se contiennent aussi mutuellement l'un l'autre. Et donc l'écriture de ce roman a été une très grande expérience où j'avais le sentiment à la fois d'éprouver ce qu'était l'altérité et ce que pouvait être la singularité aussi. Parce que Tal et Naïm, dans le roman, ne renoncent pas à ça. À un moment donné, Naïm dit « j'en ai marre d'entendre les Palestiniens ». Et les Palestiniens, c'est qui ? Il y a moi et puis il y a d'autres. Et nous sommes chacun uniques et singuliers. Et donc, ce livre a connu un certain succès ou un certain retentissement. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de rencontres avec lui, autour de ces deux personnages. Et puis un jour est venu à moi Thierry Binisti, qui est réalisateur et qui souhaitait adapter ce roman. Et en discutant, on s'est aperçu que nos parents étaient nés au même endroit, à Constantine. Et on s'est même aperçu, en discutant un peu plus, que mon grand-père, que je n'ai pas connu, et son père, il y a plus de 50 ans de cela, prenaient tous les matins leur café ensemble à Constantine. Et donc il y a des hasards comme ça, absolument merveilleux. Et à un moment donné, pendant l'écriture du scénario, les producteurs nous ont dit « Mais au fond, pourquoi faites-vous ce film ? Pourquoi avez-vous envie tous les deux de faire ce film aujourd'hui ? Thierry n'a pas vécu en Israël, moi je n'y vis plus. Pourquoi il y avait cette nécessité qui était si grande et qui faisait qu'on était prêt à consacrer beaucoup de temps et de force dans l'écriture de ce projet ? Et là, j'ai répondu que je pensais qu'il y avait dans cette démarche de contenir dans un même texte ou un même livre le Palestinien et l'Israélienne, ou un Palestinien et une Israélienne, il y avait quelque chose qui réparait une déchirure qui avait été certainement celle de nos parents lorsqu'ils ont quitté l'Algérie et lorsqu'ils ont quitté la partie arabe d'eux-mêmes, n'emportant que la partie juive et la partie française. Emportant également la partie arabe par la langue, évidemment, et par tout ce qui les contenait, mais en s'arrachant au lieu
justement, où tout cela avait vécu et pris racine. Et donc, il y avait dans ce film et dans le livre quelque chose de l'ordre de la réparation qui s'est totalement matérialisé le jour où nous avons été invités tous deux pour présenter Une bouteille à la mer, le titre du film, en Algérie, à Annaba, Constantine, Oran et Alger. Et cet appel tout à coup de l'Algérie à travers une bouteille dans la mer de Gaza, cette invitation était quelque chose de totalement inattendu, inespéré. J'avais en moi la certitude que je ne pourrais jamais mettre les pieds dans ce pays, ayant intégré la phrase de mes parents qui était « On ne peut pas retourner là-bas, il n'y a plus rien ». Et c'était une affirmation dite avec tant de force durant toute mon enfance que je l'avais intégrée. Et je sais que le jour où Thierry Binissi et moi sommes arrivés à Constantine, sous ce fameux pont du Rumel qui porte 4 noms, le pont Sidi Msid, le pont suspendu, la passerelle des vertiges, ce pont mythique dont on avait entendu parler toute notre enfance, la seule phrase qu'on a été capable de prononcer, de répéter, c'est « Tu te rends compte, nous sommes là ». Et ce « nous sommes là » avait une valeur inouïe. Je savais que j'avais les pieds posés sur cette terre où avaient grandi tous les miens, où certains étaient morts. Et ce voyage a été évidemment crucial dans l'écriture ensuite de Jacob Jacob, livre autour duquel je tournais depuis un moment sans parvenir à m'y installer. Et c'est à partir du moment où j'ai senti sous mes pieds le sol de Constantine, où j'ai senti entrer en moi ce paysage qui épousait le paysage intérieur que je m'étais forgé à travers les récits. À partir du moment où j'ai vu cette cour et ce robinet qui n'avait pas été changé depuis 50 ans, d'après ma mère, où j'ai vu ce robinet, ce petit évier où ma mère faisait la vaisselle, à partir de ce moment-là, j'ai pu m'ancrer dans mon texte et dévaler les pentes de Constantine avec Jacob. Ce livre a été, bien entendu, pour moi, une autre façon d'apprivoiser cet étranger, cette part algérienne qui était la mienne sans l'être. Et j'ai souvenir d'ailleurs d'avoir répondu peu après ce voyage à un garçon de 15 ans dans une rencontre en classe de seconde à Montreuil qui venait manifestement d'Algérie et qui m'a dit en fronçant les sourcils « Mais madame, je ne comprends pas, vous êtes algérienne ?» Alors je lui dis « Je suis née en France, mais mes parents sont d'Algérie. » Et il savait que j'étais juive puisque j'en avais fait état juste avant dans la conversation. Donc il a encore froncé les sourcils et j'ai ajouté « Mes parents sont juifs d'Algérie. » Et là il m'a dit « Mais ça n'existe pas. » Et il était en effet persuadé que juif d'Algérie était une sorte d'oxymore, de paradoxe, de réalité impossible. Et c'est là que je lui ai raconté ce voyage et ce sentiment d'appartenance que j'ai ressenti là-bas. Alors, j'ai fait un saut dans le temps pour vous parler de Jacob Jacob et de ce qui m'avait relié à l'Algérie à travers une bouteille dans la mer de Gaza, parce que les deux sont extrêmement liés. C'est partie arabe, juive qui me travaille. Et j'ai fait un saut avec un événement, enfin un élément déterminant de ma vie et qui nous mènera vers la conclusion de cette rencontre, qui est la traduction de l'œuvre d'Aaron Appelfeld. Ayant choisi d'étudier l'hébreu, je ne savais pas pour autant ce que j'allais en faire, comme disaient les amis de mes parents. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec l'hébreu ? C'était une grande question, ça semblait pas du tout utile de faire des études d'hébreu. Moi-même, je ne savais pas très bien ce que j'allais en faire, je savais juste que je voulais étudier cette langue. Et puis, en préparant l'agrégation d'hébreu en 2002, j'ai eu au programme, comme tous les candidats, un texte d'Aaron Appelfeld intitulé « Le temps des prodiges », qui m'a fait une très forte impression. Je l'ai lu en hébreu, je l'ai lu dans la traduction française d'Arlette Pierrot, je suis retournée à l'hébreu, et avec le sentiment que ce texte contenait un mystère
qui me résistait et que je voulais percer. Et je suis allée en Israël cette année-là. J'ai découvert un autre livre d'Aaron Appelfeld, L'amour soudain et Histoire d'une vie. Et je suis rentrée à Paris en disant à Olivier Cohen, qui dirige les éditions de l'Olivier, que j'avais déjà croisé, que je souhaitais traduire Aaron Appelfeld. Je n'avais jamais rien traduit jusque-là, je ne pouvais pas me prétendre traductrice, mais je ressentais une nécessité aussi grande que celle d'écrire mes propres livres, de le traduire. Et donc, il m'a fait confiance. J'ai entrepris la traduction de ces 2 textes. Et à ce jour, j'ai traduit 10 livres d'Aaron Appelfeld. Et j'ai compris un jour... Alors moi, très souvent, je comprends les choses après coup. Je crois que c'est comme en psychanalyse, où on ne peut pas faire de psychanalyse a fortiori. C'est toujours a posteriori. Dans la Bible, le peuple d'Israël, au moment où il reçoit la loi, dit « Naaseh venishma », c'est-à-dire nous allons faire et comprendre ensuite. Ce qui me dérangeait beaucoup quand j'étais enfant. Moi, je voulais comprendre d'abord enfant et faire ensuite. Et puis, peut-être ce que m'a apporté l'expérience littéraire, et j'inclus dans l'expérience littéraire la traduction, c'est justement l'idée que l'écriture et la traduction sont pour moi des expériences qui me permettent a posteriori de découvrir quelque chose de moi. Et ce que j'ai découvert en traduisant Aaron Appelfeld, qui est donc cet écrivain né en 1932 à Tchernovitz et ayant traversé la guerre enfant ou ayant été traversé par la guerre enfant, ce que j'ai découvert, c'est que la traduction de ces livres me permettait de me réconcilier aussi avec cet étranger que j'avais prétendu être, d'ailleurs, ou cette étrangère, c'est-à-dire cette identité ashkénaze que je m'étais inventée lorsque j'étais en Israël pour être tranquille, pour mettre à distance les railleries ou les moqueries concernant une origine orientale. Et donc, la traduction de ces textes me permettait de m'approcher de cette histoire-là, de m'approcher de cette identité, de la faire mienne par mes mots. Et puis aussi, en traduisant, je réconciliais bien sûr en moi ces 2 parts, française et israélienne, qui s'incarnent à travers ces 2 langues, le français et l'hébreu. 2 langues qui ont pour moi bien évidemment aucune supériorité l'une sur l'autre. D'ailleurs, aucune langue n'a à être supérieure sur une autre. Mais ces 2 langues qui ont été séparées, puisque je ne les ai pas apprises en même temps, et que j'ai besoin de réconcilier dans l'acte de la traduction. J'ai aussi le sentiment, quand je traduis Aaron Appelfeld, de ramener son texte sur le continent qu'il a expulsé. C'est très curieux parce que lorsqu'on réfléchit à son œuvre, l'œuvre d'Aaron Appelfeld se déroule principalement en Bucovine, donc sa région natale, la Roumanie à une époque, l'Ukraine aujourd'hui. Ces livres se déroulent principalement là-bas, mais ils ne sont pas écrits dans la langue dans laquelle l'histoire est vêtue. Ils sont écrits en hébreu, langue que lui-même décrit comme une langue maternelle d'adoption. Et moi, en les traduisant en français, j'ai l'impression de les ramener sur leur terre de naissance et de procéder là à l'apprivoisement perpétuel de ma partie hébraïque et de ma partie française. Ça me permet aussi de ressentir quelque chose qui est nécessaire, je crois, pour écrire, pour moi en tout cas, parce que je ne parle jamais pour les autres et surtout pas en ce qui concerne l'écriture. Je pense que j'ai besoin de ressentir la fragilité. La notion de fragilité est très importante. C'est en étant déstabilisée par les événements, par une question, que j'ai quelque chose à écrire, que j'ai quelque chose à explorer. Si j'ai trop de certitudes, je n'ai plus rien à dire, je n'ai rien à découvrir. Et donc, tout comme en écrivant Une bouteille dans la mer de Gaza, j'ai essayé de me fragiliser en étant à la fois la partie israélienne et palestinienne. En écrivant Jacob, Jacob, je me suis sentie fragile parce que j'allais vers ce pays, l'Algérie, que je contenais sans le connaître. En traduisant, je tâtonne.
en hébreu, en français, je cherche, et c'est une expérience qui me fortifie, parce qu'il y a ces moments de grâce où j'ai l'impression que les mots s'épousent les uns, s'épousent les uns avec les autres, un peu comme ce paysage intérieur que je contenais en moi quand je suis allée en Algérie et qui a épousé le paysage extérieur. Lorsque je traduis, le français épouse pour un instant l'hébreu dans des noces qui sont absolument pas naturelles, mais qui sont extrêmement joyeuses. Et donc, pour conclure, j'avais envie de partager avec vous. J'utilise, je le sais souvent, le mot de partage, mais c'est parce que voilà, c'est peut-être l'idée du banquet quand même. On partage quelque chose, des réjouissances, on va dire, spirituelles. Et j'avais envie de partager avec vous un petit texte que j'ai écrit au mois de mars après les attentats de Bruxelles. Et après chaque attentat, moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de mots qui sont dits, parfois à tort et à travers, beaucoup de... Bon, les gens s'expriment et c'est leur droit. Et moi j'avais envie de trouver quelque chose non pas forcément de réconfortant, mais de trouver en moi les mots qui feraient le pendant à la colère, à la peine, à la douleur, à la haine qu'on peut entendre aussi dans ces moments-là. Et donc j'ai écrit un petit texte sur la traduction, et puis ensuite j'ai traduit un poème que je vais vous lire. Dans un monde qui parfois se ferme comme un poing, où l'autre apparaît plus souvent comme une menace que comme un prochain, la traduction garde, je le crois profondément, son caractère humaniste. Traduire, c'est refuser l'enfermement dans une langue, une vision. C'est accueillir une langue dite étrangère. C'est lui faire une place en lui donnant la meilleure chambre, comme les règles de l'hospitalité l'imposent. C'est se faire le messager clandestin et invisible d'un texte, d'une voix, quand les frontières se dressent. Traduire, c'est créer un espace de libre circulation où nul ne peut réclamer de passeport aux mots, ni leur refuser un droit de séjour. Je ne saurais expliquer à quel moment un mot traverse d'une rive à l'autre dans ma tête, mais je sais que c'est pour moi une sensation merveilleuse et nécessaire, une seconde de joie, d'accomplissement, de clarté. J'ai découvert ce poème de Mourid Barghouti il y a 2 semaines sur le mur d'une amie israélienne. Il a été écrit en arabe. Quelqu'un l'a traduit en anglais, et un certain Eli Eliaou l'a traduit en hébreu. Et donc, pour conclure ce moment, j'ai envie de vous lire ce poème en hébreu, que moi j'ai découvert en hébreu, mais qui a été écrit dans une autre langue, et de vous livrer ensuite la traduction française que j'en ai faite. Peut-être pour éprouver ensemble voilà, ce moment où on est dans une langue qu'on ne comprend pas, et puis ensuite ce soulagement lorsque le sens arrive. Donc il s'intitule... Alors je sais qu'il y a quelques hébraïsants par là, et ils sont chanceux, et peut-être me donneront-ils ensuite leur propre interprétation. Zegam beseder. Zegam beseder lamut bemitatenu, al kar naki, uletzad chaverenu. Ze beseder lamut, כאשר ידינו מונחות על חזנו, ריקות וחברות, בלי חתכים, בלי שלשלאות, בלי דגלים ובלי עצומות. זה בסדר שמותנו יהיה נקי, בלי חורים בחולצתנו, ובלי עדויות בצלעותינו. זה בסדר למות על קר לבן, כשלא מדרכה תחת לחיינו, כשידנו נחה ביד אהובנו. מוקפים ברופאים נואשים ובאחיות, כשדבר לא נותר מלבד פרידה רבת חן, אדישים להיסטוריה, מותירים את העולם כפי שהוא, מקווים שמישהו, אדם אחר, ישנה אותו. C'est bien aussi. C'est bien aussi de mourir dans son lit, sur un oreiller propre, près de ses amis. C'est bien aussi de mourir, les mains posées sur la poitrine, vides et pâles, sans écorchure, sans chaîne, sans drapeau, ni pétition. C'est bien aussi d'avoir une mort propre, sans trou dans la chemise,
et sans coups dans les côtes. C'est bien de mourir sur un oreiller blanc et ne pas sentir le trottoir sous la joue. La main dans celle de l'être aimé, entouré de médecins épuisés et d'infirmières, quand il ne reste plus rien qu'une tendre séparation, indifférent à l'histoire, laissant le monde tel qu'il est, en espérant que quelqu'un, un autre, se chargera de le changer. Merci.